à Nelly Barbet de l'ARS. Alors, vos micros ont été coupés, n'oubliez pas de les réactiver. Oui, ça doit être mieux comme ça. Tout à fait. Voilà. Donc, merci. Comme vous m'avez présenté rapidement, je suis chargée de développement territorial en santé à l'ARS, plus précisément à la délégation départementale du Maine-et-Loire. Ma mission, moi, c'est plutôt de suivre les sujets de santé sur un infraterritoire qui, pour moi, est le Choletais, mais j'anime également la thématique insertion professionnelle des personnes en situation de handicap au niveau départemental. Donc, je travaille, voilà, j'ai l'habitude notamment de travailler avec Fabrice Prédour à la DETS, et voilà, c'est un sujet très, très transversal. Donc, on m'a demandé de faire une introduction à ce webinaire, ce que je fais avec plaisir, pour aborder ce sujet essentiel et profondément humain qui vous réunit en tant qu'acteur clé de l'emploi, l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap en France. Notre objectif commun est de comprendre les avancées, les enjeux et les perspectives de cette politique publique en nous appuyant notamment sur les textes fondamentaux et les orientations stratégiques. Je vous propose donc de dresser un panorama de cette politique. Nous allons voir pourquoi cette inclusion est non seulement une question de justice sociale, mais également une opportunité économique et humaine pour notre société. Nous savons tous que votre rôle, que ce soit France Travail, Cap Emploi, dans les missions locales ou au sein d'autres structures d'accompagnement, est de faciliter l'accès à l'emploi pour tous. Et dans ce cadre, l'accompagnement des personnes en situation de handicap est une de nos missions collectives les plus nobles et impactantes. Alors, il existe un cadre, en effet, comme je vous disais, un cadre législatif et stratégique qui évolue. La France a mis en place au fil des années un cadre législatif et réglementaire visant à favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap, reconnaissant ainsi leur pleine capacité à contribuer au monde du travail. Des textes majeurs ont jalonné cette évolution, comme la loi du 8 août 2016, je vous épargne les numéros, que l'on appelle également loi travail, relative au travail et à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et son décret d'application du 27 décembre 2016. Ces textes ont notamment renforcé les dispositifs en matière d'emploi des personnes handicapées en soulignant l'importance de l'adaptation des postes et de l'accompagnement personnalisé. Plus récemment, la circulaire du 31 décembre 2021 est un jalon tout aussi important. Elle vient préciser et renforcer les dispositifs existants, apporte des éclaircissements sur les modalités d'application des lois en vigueur et rappelle l'engagement d'État et des entreprises en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Elle s'inscrit pleinement dans l'orientation stratégique 3 du plan régional de santé des Pays de la Loire, qui est de promouvoir collectivement l'autonomie dans une société inclusive. Et plus récemment encore, la loi pour le plein emploi du 18 décembre 2023 impulse une nouvelle dynamique pour le marché du travail, notamment par l'amélioration de l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Elle vient concrétiser les mesures énoncées à l'occasion de la dernière conférence nationale du handicap de 2023, réaffirmant ainsi l'engagement fort en faveur de cette inclusion. Alors, on parle de principe d'autodétermination et d'accompagnement sur mesure. Le principe d'autodétermination est fondamental. Il signifie que la personne en situation de handicap est l'acteur principal de son parcours, de ses choix et de ses aspirations professionnelles. C'est sur cette base que nous construisons nos actions. Et comme le souligne le rapport Zéro sans solution, les réponses d'accompagnement doivent être mobilisées selon un principe de subsidiarité. Cela signifie que nous devons privilégier les solutions les plus proches de la personne, en s'appuyant sur son environnement et ses propres capacités. Ces attentes concernant des accompagnements personnalisés sur mesure impliquent une grande souplesse et une modularité des réponses. Il s'agit d'un devoir collectif de permettre un parcours de vie sans rupture,
en tenant compte du souhait des personnes de voir se développer des réponses répondant à leurs attentes. Elle devra également tenir compte du besoin de répit et de soutien des aidants, en particulier par la formation et la reconnaissance de leur rôle et de leur expertise. Pour cela, plusieurs leviers sont essentiels. Le plan personnalisé d'accompagnement qui intègre une réponse aux besoins de scolarisation le plus inclusif possible et une formation professionnelle adaptée aux capacités et aux aspirations de la personne, favorisant son autodétermination. Des réseaux professionnels solides, incluant des job coachs, des référents handicap, des évaluations pertinentes et des partenariats avec des entreprises engagées dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées. L'aménagement des postes est également une pierre angulaire pour garantir un environnement de travail adapté. Et enfin, l'insertion professionnelle dans les établissements et services médico-sociaux nécessite une approche globale et coordonnée impliquant divers acteurs, des professionnels de santé, des formateurs, des employeurs, des associations et plus, pour garantir un accompagnement efficace et adapté. Le rôle des référents handicap au sein de ces structures est crucial. Vous l'aurez compris, l'objectif n'est pas seulement de se conformer à une obligation légale, mais bien de reconnaître et de valoriser les talents, les compétences et la richesse que chaque individu, quelles que soient ses spécificités, peut apporter au sein de l'entreprise et à la société. Voilà, j'espère que cette introduction et les témoignages à suivre stimuleront la réflexion sur ce sujet crucial qui nous est très cher. Merci Merci. et voilà, bonne suite sur ce webinaire. Merci de cette introduction qui est très claire. On voit bien comment est-ce que le médico-social prend acte de ces problématiques sur le handicap et travaille notamment pour une transformation importante de l'offre. Enfin, on va y revenir, on aura des exemples assez clairs sur la suite, sur les parcours, la Tout à personne fait. autonome. Ouais, c'est tout à fait. Les établissements médico-sociaux ne sont pas une fin en soi. Ils travaillent tous les jours et ils vont nous l'expliquer. Ils travaillent tous les jours pour favoriser l'inclusion dans le milieu ordinaire et accompagner les souhaits et les volontés et vraiment ce principe d'autodétermination est primordial. C'est très C'est ce clair. qu'ils vont nous expliquer. Merci beaucoup. Alors, on y va tout de suite, on sera très curieux, avec Ségolène Pinault de l'ACA. Bonjour à tous. Bertrand, j'ai juste une petite question technique que j'ai oublié de vous poser. Le Oui. passage d'une slide à une autre, c'est vous qui le gérez ou je peux le gérer moi? A priori, c'est moi. Vous me faites un petit Ok, signe, un petit mot. ça marche, je vous fais. Voilà, voilà. J'attrape au vol. Donc, je suis ici pour vous présenter ce que sont les DITEP et les CESAT Pro d'une manière globale, mais après rentrer un petit peu dans ce qu'est notre dispositif ici, donc le Colombier et le CESAT Pro des Deux Rives, pour vous donner des exemples concrets des passerelles qu'on fait entre le médico-social et l'emploi. Un petit focus d'abord sur l'association, donc c'est l'ASEA 49, qui a 12 établissements et services répartis en 5 pôles, et donc des secteurs différents, puisqu'on a protection de l'enfance, en établissement, protection de l'enfance milieu ouvert, prévention, insertion, asile, pôle handicap, donc celui qui va nous intéresser aujourd'hui, et le pôle soins. Bertrand, vous pouvez passer. Merci. Alors, DITEP et CESAT Pro. Donc déjà, le DITEP, ça veut dire dispositif intégré, thérapeutique, éducatif et pédagogique. Et CESAT Pro, ça veut dire service d'éducation spéciale et de soins à domicile. On expliquera après ce que veut dire domicile. Ce sont des établissements et services financés par l'ARS. Et c'est ce qu'on appelle des alternatives et ou complémentarités à la scolarité en milieu ordinaire. C'est-à-dire que quand un jeune est orienté par la MDA vers un DITEP ou un CESAT Pro, c'est en compensation de son handicap dans le champ de la scolarité ou dans le champ professionnel pour les CESAT Pro, parce que ce sont des plus âgés. Donc, il y a une notification MDA, je l'ai dit, et les accompagnements sont basés sur un triptyque thérapeutique, éducatif et pédagogique. C'est-à-dire qu'on a vraiment un accompagnement global du handicap.
Fonctionnement dispositif intégré pour les modalités d'accompagnement, souple, modulable, évoluable, ajustable, gradué, complémentaire. Vous voyez, ça en fait des choses. S'appuyant sur le milieu ordinaire dans toutes les dimensions, ça veut dire qu'en gros, un dispositif, pour faire dispositif, doit pouvoir présenter une diversité de modalités d'accompagnement, que ces modalités d'accompagnement peuvent changer en fonction du besoin de la personne, c'est-à-dire qu'on peut rentrer dans le dispositif sous par exemple, un accueil de jour. Et 6 mois après, si le jeune le demande, la famille le demande et que ça répond à ses besoins, on peut passer en internat sans refaire un dossier à la MDA. Donc, ça signifie qu'on ajuste au rythme du jeune et de ses besoins. Le dispositif intégré délivre des prestations en milieu ordinaire, en accueil de jour, en accueil de nuit à temps partiel ou complet. C'est-à-dire que chaque dispositif, d'une manière générale, doit avoir ce type de modalité et peut accueillir partiellement ou en temps complet. Ça, c'est pour c'est pas une spécificité d'ITEP Le Colombier, c'est vraiment tous les dispositifs d'ITEP. On a également une fonction ressources. Donc là, elle se développe de plus en plus sur le territoire en fonction des associations. Une fonction ressource qui doit nous servir à apporter des réponses aux acteurs du droit commun. Donc, au travers de la formation, du conseil et de la sensibilisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir intervenir auprès de l'éducation nationale, mais aussi des organismes de formation. Pour notre part, on intervient beaucoup auprès des CFA notamment, sur sensibilisation à certains types de handicaps et des types d'aménagements possibles pour des parcours de formation et d'insertion dans l'emploi. On a évidemment une autorisation globale délivrée par l'ARS, puisque c'est notre financeur. Et on peut être mono-organisme ou multipartenarial sur un territoire donné. Ça veut dire que, en gros, pour être dispositif, si vous manque une modalité d'accompagnement, si vous manque une prestation, vous pouvez conventionner avec une association partenaire qui, elle, a cette prestation. Par exemple, de l'internat. Si vous n'avez pas d'internat, vous pouvez conventionner avec une autre association qui vous ouvre l'internat. Et donc, dans votre dispositif, vous pouvez bénéficier de cette modalité d'accompagnement. S'inscrit dans un partenariat plus large avec des coopérations structurées impliquant l'ensemble des acteurs impliqués dans la réalisation du projet de vie des personnes accompagnées. C'est vraiment pour réinsister sur le fait que les dispositifs intégrés, ou le CESAT Pro d'ailleurs, interviennent vraiment dans tous les champs de la vie de la personne en situation de handicap. La porte d'entrée est scolaire, mais c'est bien dans l'accès aux soins, l'accès à l'emploi, l'insertion sociale. Enfin voilà, donc tout ça nécessite un ensemble de partenariats. Alors, le dispositif ITEP Le Colombier. Donc ça, c'est celui qui fait partie du pôle handicap de la SEA. La porte d'entrée de tous les DITEP, c'est le public. Donc, notre public en dispositif ITEP, ce sont des jeunes présentant des troubles du comportement et ou handicap psychique, mais qui ont des capacités cognitives préservées. Donc, c'est important cette phrase parce que c'est ce qui fait toute la différence entre un IME, dont parlera après la DAPEI, et un ITEP. On est bien avec des jeunes qui ont des compétences cognitives préservées. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de retard, ça ne veut pas dire qu'ils ont un niveau scolaire qui correspond à leur tranche d'âge, mais par contre, ils ont les capacités, et après, il y a des déclencheurs qui font qu'ils arrivent plus ou moins à les mettre en œuvre. Pour notre part, on a 30 jeunes pour une file active de 45 jeunes par an, âgés entre 13 et 20 ans. Donc, le DITEP du Colombier peut aussi accueillir des amendements cretons, c'est-à-dire le après 20 ans pour des jeunes qui vont être orientés vers l'emploi, enfin le milieu spécialisé. Il nous arrive d'avoir des amendements cretons. C'est rare, mais on en a. Nous, on est localisé à Saint-Barthélemy d'Anjou et donc on a un internat qui est situé dans un quartier d'Angers avec 3 appartements en inclusion.
Nos modalités. Alors, semi-internat, ça ne veut pas dire internat à temps partiel, ça veut dire accueil de jour, en fait. C'est un terme qui est un peu galvaudé, je trouve. Donc, on fait de l'accueil de jour, on fait du temps plein et du temps partiel, on fait de l'ambulatoire. Donc, l'ambulatoire, ça veut dire que les professionnels, pardon, vont se déplacer dans les lieux de vie du jeune, mais les jeunes peuvent être aussi amenés à venir ici pour une séance éducative, un groupe, etc. On fait du hors les murs, ça va être pour des jeunes qui ne sont pas du tout en mesure de rentrer dans des institutions, voilà, parce qu'on a des jeunes qui ont euh, des troubles trop importants et qui ne supportent pas l'établissement. Et on fait de l'individuel et du collectif. En accompagnement, on a, je ne vais pas rentrer dans les détails de Séraphin PH, mais en tout cas, on identifie des besoins dans 3 champs: la santé somatique et psychique, l'autonomie et la participation sociale. La question de l'emploi rentre dans la participation sociale. Vie sociale et professionnelle, notre travail va beaucoup porter pour les plus jeunes sur c'est quoi la posture d'élève et comment on arrive à maintenir une inclusion dans un établissement scolaire. Préparer et mener sa vie professionnelle, vous allez voir après dans une dernière slide comment on le travaille pour les plus âgés, les plus près, on va dire. Alors, le CESAD. La différence entre un CESAD et le dispositif, le CESAD des Deux Rives et le dispositif TEP Le Colombier, c'est que le CESAD des Deux Rives, ce n'est que de l'ambulatoire. Nous, on n'a pas plein de modalités d'accompagnement. Par contre, notre CESAD, il arrive qu'on le fasse rentrer dans notre dispositif, c'est-à-dire que des jeunes peuvent bénéficier du CESAD et de l'internat du DITEP. On combine les modalités d'accompagnement entre elles en fonction de là où on est le jeune. Donc, le CESAD des Deux Rives, il est dit CESAD Pro, mais il faut savoir que ça, c'est une particularité du Maine-et-Loire. Dans les textes, un CESAD Pro, ça n'existe pas. Dans le Maine-et-Loire, il y a une différence entre CESAD et CESAD Pro, qui est distincte suivant les associations. Donc, sur le département, on est 3 à être CESAD Pro et on accueille jusqu'à 25 ans. Il y a d'autres CESAD qui sont CESAD Pro, mais qui accueillent jusqu'à 20 ans. Voilà. Mais qui ont quand même une pratique d'accompagnement pour des jeunes entre 18 et 20. Donc, nous, on accueille 30 jeunes en file active. On doit être à 40, mais je dirais moi 45, ça dépend des années. Âge entre 12 et 25 ans. Alors, souvent, je dis que les 12, 13 et 14, je ne les accueille pas en CESAD Pro, hein. On va vraiment être sur des contenus et des pratiques liées à l'accès à la majorité et la vie adulte. Donc, j'ai suffisamment de demandes. Les 12-13, je pense qu'ils trouvent leur place dans d'autres CESAD avant le nôtre. Donc, l'autre spécificité, c'est que sur notre CESAD Pro, on accueille plusieurs types de handicap. Donc, troubles du comportement, handicap psychique, troubles du développement intellectuel, TND et TSA. Donc, notre pratique, elle est vraiment tournée autour de la tranche d'âge, avec une connaissance assez exhaustive quand même des types de handicap et des aménagements possibles. On a une antenne à Saumur et une antenne à Saint-Barthélemy d'Anjou. Et donc, les modalités, c'est effectivement que de l'ambulatoire. Par contre, on peut faire de l'individuel ou du collectif. Les accompagnements, ça reste la même identification des besoins dans les 3 champs: la santé, l'autonomie et la participation sociale. Et on va travailler, s'ils sont en scolarité, à essayer de maintenir au maximum une inclusion. On a de plus en plus de jeunes, puisque c'est le sujet aujourd'hui, qui sortent de CAP à 18 ans. Soit ils ont un CAP, mais de toute façon, ils ne sont pas en capacité de rentrer dans l'emploi tout de suite. Soit ils n'ont pas de CAP parce que l'inclusion a plus servi sur un aspect, on va dire, social. Auquel cas, le développement des compétences doit de toute façon se retravailler après CAP. Voilà. Ça, c'est de plus en plus ce public-là qu'on peut accueillir. Madame Barbé, vous avez parlé de projet personnalisé de parcours. Donc là,
je vais faire rapidement parce que c'est notre procédure à nous, mais elle est à peu près similaire, en tout cas sur les gros textes. Mais pour rentrer sur le dispositif ITEP, il y a un contrat de séjour. Sur le CESAD Pro, c'est un document individuel d'accompagnement. Ce n'est pas un contrat de séjour. On fait un premier bilan écrit où on essaye de comprendre quelles sont les attentes, les besoins, les difficultés rencontrées par les jeunes et les familles. On fait une première période d'observation. On mesure les écarts entre ce que les familles ou le jeune ont pu nous dire et ce que nous, on peut voir aussi. Et c'est avec ces écarts-là qu'on va construire le projet et le négocier avec la famille. Enfin, on va co-construire et négocier avec la famille. C'est dans les 6 mois. Donc, une fois par an, il y a le projet. Et tous les 6 mois, on fait ce qu'on appelle un bilan intermédiaire, c'est-à-dire qu'on fait un bilan du projet pour voir où en sont les actions menées, si on doit les remodifier ou pas. Et puis après, on repasse au projet suivant. Ça donne un peu la rythmicité du fait qu'effectivement, on peut ajuster de manière assez régulière les pratiques et les réponses. Je vous laisse passer la diapo suivante. Donc ça, c'est un extrait du projet de service du CESAD Pro. On l'a mis là parce que, vous voyez, c'est l'accompagnement pour prendre sa place dans la société. Comme nous, on accueille beaucoup je dirais, entre 16 et, on va dire, 23, 24 ans, on est vraiment sur ces questions d'insertion dans tout ce que ça peut comporter d'accès à la majorité. Toujours une dynamique de projet bâti avec le jeune. Donc, quand on parlait d'autodétermination, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, l'idée est toujours de rechercher des leviers pour que le jeune puisse aussi exprimer ses compétences, ses envies, ses attentes, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, on va travailler de diverses manières dans les 3 champs que je vous expliquais tout à l'heure. En soins et en santé, on peut proposer des groupes de parole, des groupes à médiation, des habiletés sociales, mais ça peut être aussi des entretiens individuels. Et il y a aussi beaucoup de coordination avec les services de psychiatrie, notamment, adultes ou ados. En autonomie, on va accompagner l'autonomie quotidienne, la communication, la relation avec autrui et aider à prendre des décisions. Donc ça, c'est souvent important si je fais le parallèle avec la question de l'emploi et de l'insertion professionnelle. C'est effectivement, quand on grandit, on est amené à prendre des décisions. Et pour prendre des décisions, il faut pouvoir en comprendre tous les enjeux. Et c'est là où beaucoup se situe le travail du CESAD. Vraiment être à côté. Vous allez voir après, dans tous les rendez-vous, tous ceux sur quoi on s'appuie, il y a souvent un accompagnement de l'éducatrice qui va venir retraduire aux jeunes et ou à sa famille les enjeux de ce qui leur a été expliqué. Et participation sociale, soutien à la scolarité, aide à l'insertion pro, préparation à la vie pro, soutien dans les démarches administratives, aide à la participation à la citoyenneté et sensibilisation, prévention, santé. Donc là, je l'ai mis parce que ça nous semblait important que vous puissiez comprendre que notre action, elle revêt un ensemble quand même de champs et d'actions possibles. J'essaye de pas trop traîner. Très clair. Là, on a remis une slide sur les partenaires. Bon, elle date un peu parce que je vois que c'est marqué Pôle emploi, donc vous ne nous en voudrez pas dans l'emploi. Mais donc, ce qui va concerner l'insertion professionnelle, nous, on va beaucoup travailler donc, avec les CFA, maîtres de stage, apprentissage, lycée pro. Oui, merci. Et pour l'emploi, on va aider souvent les jeunes dans leur inscription à France Travail. Cap Emploi, je ne vois pas les missions locales, mais elles sont extrêmement importantes dans notre partenariat. On a souvent des jeunes qu'on inscrit en mission locale et pour qui on va accompagner un parcours différent que le parcours scolaire. Les ESAT, donc de plus en plus, en fait, on travaille avec les ESAT, certainement dû au fait que le système inclusif fait que dans les établissements,
On a quand même des jeunes qui ont un handicap de plus en plus, on va dire, fort. Contrairement à ce qu'on pouvait faire il y a plus de 10 ans maintenant, on oriente de plus en plus de jeunes d'ITEP en ESAT. Et également de CESAT Pro en ESAT, ce qui est assez, comment dire, qui peut paraître un paradoxe, notamment pour la MDA, puisque ce sont des jeunes qu'on inclut jusqu'en CAP, donc qui sont censés avoir un niveau et être en capacité d'eux, mais en fait, on se rend compte que non, les compétences scolaires ne sont pas des compétences, enfin, ne sont pas toujours transférables dans un milieu de l'emploi. Et voilà, de manière assez régulière, on oriente, on fait des tentatives vers les ESAT à travers des stages, mais ça, on va le voir après. Voilà en gros nos partenaires. Donc c'est pareil, hein, tout est toujours très diversifié. Nos équipes, c'est juste pour donner un petit aperçu comme ça, mais en gros, sur les équipes soins, psychologues, orthophonistes, psychomotriciennes et sans doute un petit bout de psychiatre l'année prochaine, voilà, ce qui serait chouette, mais pour l'instant, ça fait quelques années qu'on n'en a plus. Et puis après, des éducateurs. Et après, sur le dispositif ITEP du Colombier, notre spécificité, c'est que, alors attention, je vais dire le gros mot, on a une SIPFP, une section d'initiation à la première formation professionnelle. Donc souvent, quand on dit SIPFP, les gens, même la MDA, pensent que c'est de l'IME. Mais en fait, le dispositif ITEP du Colombier a aussi une SIPFP, c'est-à-dire des ateliers. Donc, nous avons des éducateurs techniques spécialisés et nous avons aussi des enseignants. Donc ça, c'est effectivement une spécificité du dispositif ITEP du Colombier. Tous les DITEP n'en ont pas. Donc sur l'insertion pro, comment on va la travailler? D'abord, on va beaucoup, enfin sur les établissements, on va beaucoup la travailler à travers les ateliers. Donc nous, on a sur Angers et Saumur, on a bois, espace vert, cuisine, service, hygiène des locaux. On a un atelier, ce qu'on appelle éco-responsable, recyclerie, tri et valorisation à Angers. Cet atelier travaille notamment avec un ESAT sur, je ne sais pas comment on dit, le démantèlement d'ordinateurs. Je ne suis pas sûre que démantèlement soit le bon nom, mais voilà. On travaille avec des recycleries et des ressourceries. Donc, l'idée, c'est toujours de faire des partenariats avec des entreprises ou des dispositifs du milieu ordinaire pour que les jeunes s'entraînent aussi à comprendre comment ça fonctionne ailleurs. À Saumur, on a une blanchisserie, mais ça, c'est à l'IME. Et on a un atelier de sous-traitance aussi à Saumur, mais c'est aussi pour l'IME. On fonctionne aussi beaucoup au niveau des stages, puisqu'on a sur le dispositif ITEP et sur l'IME, on a des chargés d'insertion. Donc, quand on travaille le projet de sortie, on a des partenariats avec des ESAT et on conventionne des stages. L'idée étant de commencer par le milieu ordinaire, faire un premier stage milieu ordinaire. Si ça convient, etc., on peut continuer dans ce parcours-là. Si on repère des difficultés, on va aller peut-être un petit peu plus vers des entreprises adaptées. Et puis, en fonction toujours du repérage des difficultés, des besoins, etc., on va demander des stages en ESAT pour avoir aussi un avis sur les capacités du jeune dans des milieux et dans des contextes particulier. Sur le CESAT Pro, alors on n'a pas de chargé d'insertion, mais en fait les éducatrices, alors chez nous il n'y a que des femmes, les éducatrices font beaucoup de partenariats et de réseaux, donc elles peuvent aussi être en partenariat avec les ESAT et les entreprises adaptées, donc on va faire des stages, le CESAT Pro conventionne des stages. Encadrés ou en autonomie, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui peuvent aller seuls à un endroit suivant leur niveau, mais ils peuvent aussi être accompagnés d'un éducateur. Voilà, si on sent que c'est trop fragile. Sur le CESAT Pro, on va s'appuyer sur des plateformes qui existent. Donc, il y a Vif tout à l'heure qui présentera, mais par exemple, on va avoir des jeunes qui ont des job coachs
Et l'éducatrice du CESAD, son travail, ça va être plus de coordonner un petit peu toutes les pratiques des différents intervenants et d'aider le jeune dans son parcours. Mais nous, on va beaucoup s'appuyer sur ce qui existe déjà. Sur les missions locales, par exemple, elles vont régulièrement, à la demande du jeune et de sa famille, accompagner les rendez-vous parce que souvent, on se rend compte qu'elles ont besoin que le jeune a besoin qu'on lui réexplique, qu'on lui retraduise les choses. Pour Cap Emploi également. Enfin, voilà, donc c'est vraiment le CESAD Pro, c'est vraiment, on utilise tout ce qui peut exister dans le milieu ordinaire ou dans le milieu spécialisé pour pouvoir garantir, trouver au maximum des possibilités inclusives et de poursuite du parcours en fonction des besoins des jeunes. Je pense que oui, c'était le but. Merci, Ok. c'est très clair. Ça va, Je pense c'était que clair? ça va susciter plein de questions. Alors, n'hésitez pas Ah à ouais. les mettre dans la conversation. On Ah oui, reviendra j'ai pas vu. sur Ok. on boucle un petit peu sur le volet jeune avec Mhm. Sandra Girard et ensuite on prendra un temps pour répondre aux questions s'il y en a ou pour échanger quelques minutes au besoin. Peut-être vous laisser la parole, Sandra? Votre micro a été Oui, coupé. bonjour. Ouais. Oui, j'ai remis. Bonjour. Donc Sandra Girard, je suis directrice donc sur l'ADAPI au niveau du pôle ISAS, inclusion scolaire, accompagnement et soins. C'est un pôle plutôt qui est à destination des enfants jusqu'à 20 ans, mais on accueille aussi des jeunes adultes. Donc vous donnez quelques chiffres sur notre pôle, c'est 5 territoires, Angers, Cholet, Segré, Baugé et Saumur. Nous avons 20 établissements et services dispositifs, 378 pros qui accompagnent toutes ces personnes et pour un volume d'à peu près, en tout cas de plus de 600 personnes accompagnées sur l'ensemble du département. Et vous représentez un petit peu qui sont les professionnels sur ces établissements. Donc, je vous ai juste remis une cartographie parce que nous avons des équipes pluriprofessionnelles avec un certain nombre d'éducatifs, mais aussi des enseignants, des thérapeutes, des assistants de service social. Et puis, à côté de cela, nous avons également des maîtresses de maison, surveillants de nuit, agents techniques. Enfin voilà, c'était pour vous donner vraiment une idée assez large de tous les professionnels qui se coordonnent en tout cas dans nos différents établissements et services. Une offre diversifiée, alors je ne vais pas redire ce que Ségolène a très bien dit sur tout ce qui est dispositif, mais en tout cas vous donner notre actualité en ce qui nous concerne. Les DITEP, c'était il y a déjà quelques années, eh bien nous sommes en pleine transformation de nous en dispositif intégré, c'est-à-dire que aujourd'hui on parle encore d'IME et de CESAD, demain nous parlerons de dispositifs intégrés. C'est surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une volonté d'accompagner en fait toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap, et de leur proposer un parcours qui soit à la fois qui réponde avant tout à leurs besoins, mais qui soit coordonné, c'est-à-dire qu'on n'a pas la volonté de pouvoir tout accompagner, mais bien comme le disait Ségolène tout à l'heure, de pouvoir aller chercher des ressources extérieures aussi à nos établissements pour accompagner au mieux le projet de la personne et surtout s'assurer qu'il disposera du meilleur accompagnement possible. Et ce meilleur accompagnement possible, ce n'est pas avant tout le médico-social, c'est d'abord les services, on va dire, du milieu ordinaire, puis par défaut, les établissements ou les services du médico-social. Donc on est vraiment là en marche, alors parfois un peu forcé, il faut qu'on se le dise. Nous avons travaillé
Et nous continuons de travailler avec les écoles qui n'étaient pas forcément tout à fait prêts au démarrage à accueillir ces personnes en situation de handicap, et on ne peut pas leur en vouloir parce que ce sont parfois des accompagnements très individualisés et parfois ils n'ont pas les moyens. Donc c'est trouver en tout cas auprès de nous les ressources nécessaires pour pouvoir maintenir ces enfants dans le milieu scolaire. Et là, ce qui va nous occuper, c'est plutôt le domaine professionnel, mais ce sera exactement la même chose, c'est-à-dire que comment nous travaillons ensemble pour pouvoir proposer à toutes ces personnes une place dans la vie quotidienne, donc dans les entreprises, bien évidemment. Et nous sommes déjà, bien évidemment, on travaille aussi sur ces questions-là, et mon collègue des ESAT vous en parlera encore mieux tout à l'heure. On a différents services également qui sont qu'on appelle des fonctions appui ressources, hein, qui vont venir étayer différents domaines. Du coup, on a parlé de l'éducation nationale. Eh bien, voilà, notre DAS et nos EMAS sont au travail particulièrement avec les écoles. Notre équipe d'appui aux assistants familiaux, eh bien, elle vient étayer et soutenir les assistants familiaux qui accueillent les personnes en situation de handicap. Et notre PCPE, c'est un service qui accompagne donc des situations qui ne sont ni accueillis sur nos établissements, ni nos services, en tout cas qui n'ont pas de place à proprement dit et qui sont aujourd'hui dans leur famille. Donc voilà, on met en place aussi tout un accompagnement pour ces personnes sans solution. Voilà. Merci. Donc voilà, la transformation en dispositif intégré, on en identifie, on va dire, 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'accompagnement souple en milieu ordinaire avec l'appui des ressources ordinaires. Et là, voilà, ça veut dire qu'on vient un peu saupoudrer la manière dont on peut encore mieux accompagner la personne, mais très vite, on se passe de nos services et c'est assez valorisant, en tout cas pour la personne qui, du coup, bénéficie de ces accompagnements. On a le niveau 2 qui est l'accompagnement modulé, c'est-à-dire qui combine à la fois le milieu spécialisé et le milieu ordinaire. On a de plus en plus d'accompagnements séquentiels, c'est-à-dire parfois ils vont un petit peu à l'école, parfois un petit peu dans nos établissements. C'est comment on vient apporter en tout cas différents niveaux pour accompagner la personne dans son parcours de vie. Et puis enfin, on a le niveau 3 qui, là, est un accompagnement qui se veut plus intensif et qui nécessite une coordination renforcée liée très souvent à la complexité du handicap. Et quand on parle de complexité, c'est aussi différents acteurs qui peuvent se retrouver présents dans la situation. On parle parfois d'enfants à double vulnérabilité qui, en tout cas, qui sont accompagnés à la fois dans le médico-social, mais également par la protection de l'enfance. Et voilà, ça nécessite en tout cas un certain nombre de coordinations pour que l'enfant arrive à se repérer dans tous ces accompagnements divers et variés. On peut passer. Alors, ce qui nous guide, c'est la préparation à la vie professionnelle future. Donc, tout ce qui va guider en fait l'accompagnement à la vie d'adulte, elle est travaillée effectivement au sein de nos IME et au sein des CESAD. On en a parlé tout à l'heure, nos CESAD Pro, qui guident en fait, qui vont accompagner la personne dans toute sa globalité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait frein à l'employabilité, par exemple, pour les personnes qui sont accompagnées par les CESAD, et qu'est-ce qu'il nous faut travailler avec la personne pour permettre l'employabilité de la personne. Si je vous donne des exemples concrets, c'est est-ce que la personne elle est capable de se lever le matin pour aller travailler, est-ce que la personne elle a conscience que il faut pour pouvoir aller travailler
avoir une tenue correcte. Enfin, voilà, ce sont des tout petits exemples, mais c'est plein d'exemples comme cela de la vie quotidienne qui vont favoriser, en tout cas, l'employabilité de la personne. Et puis, au sein des IME, eh bien, on va travailler la pré-professionnalisation. On va essayer de repérer quelles sont les compétences de la personne. On va faire également des évaluations de ces compétences. Il y a l'autodétermination, bien évidemment, qui rentre en ligne de compte. Et avant tout, on entend ce que la personne souhaite. Et puis après, c'est quel étayage on met pour pouvoir accompagner la personne dans son projet de vie professionnelle. Voilà. Ces accompagnements, ils se font par nos équipes éducatives et particulièrement par nos éducateurs techniques. Ségolène en parlait tout à l'heure, on a aussi des éducateurs techniques. Et puis par nos conseillers en insertion professionnelle qui vont aussi travailler avec différents acteurs, comme vous allez le voir dans la slide suivante, si je me souviens bien. Voilà. Donc, quelques exemples avec. Nous travaillons particulièrement, donc, alors, avec les ESAT, mais aussi les missions locales, France Travail, les entreprises adaptées, les entreprises ordinaires. On travaille aussi beaucoup avec APIX, nos collègues de l'ADAPI, qui permettent d'accompagner des jeunes qui ne sont pas tout à fait prêts aux sorties de leurs 20 ans des IME, qui ne sont pas tout à fait prêts encore à rentrer dans le monde du travail. Et donc, APIX va leur permettre de se préparer un peu plus longtemps qu'on a pu le faire sur les IME et leur permettre soit de s'orienter vers les ESAT, soit vers le milieu ordinaire quand ils sont peut-être plus suffisamment prêts à le faire. En tout cas, ils travaillent avec les supports des ESAT. Ils travaillent directement dans les entreprises pour les mettre en situation réelle. Et puis nous, eh bien, pareil, on essaie de trouver, on en parlait tout à l'heure, mais on essaie de trouver des partenaires qui nous permettent de pouvoir s'exercer en grandeur nature, on va dire, parce que travailler dans nos établissements, c'est une chose, mais est-ce qu'on est capable de reporter ces mêmes compétences dans le milieu ordinaire? Parfois, ça peut être compliqué parce que les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes. Et il est important qu'on puisse mesurer ces écarts pour accompagner, là encore, plus précisément les modalités qu'il faudrait acquérir pour aller jusqu'à l'employabilité dans le milieu ordinaire ou dans le milieu spécialisé, tel que les ESAT. Voilà. Voilà. Ouais, je vous ai mis plein de sigles parce que dans le médico-social, on est très, très fort. Donc, je vous ai fait un petit glossaire de tout notre jargon. Voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Et encore, j'ai fait un petit extrait. Hein, on en a tellement d'autres, c'est toujours un peu compliqué de nous suivre. Merci, non, mais c'était très clair. Et puis, de toute façon, on l'aura sous les yeux. On enverra le support à tout le monde. On peut prendre quelques minutes pour répondre aux questions avant de passer sur le volet adulte. Donc, on prend volontiers vos questions. Donc, n'hésitez pas à les inscrire dans la conversation ou alors lever la main pour que, si vous voulez intervenir. On essaiera avec Isabelle de vérifier qu'il n'y ait pas des mains qui se lèvent et qu'on ne verrait pas sur les personnes qui entendent. Armel Kiefer, hop. Oui, bonjour à Oui, bonjour. tous et merci de ces premières présentations. Moi, j'avais peut-être une question qui s'adresse davantage à l'ARS, peut-être à Nelly Barbet. Est-ce qu'il serait possible qu'on ait une cartographie de toutes ces structures asso-gestionnaires qui ont un certain nombre de dispositifs, d'établissements, notamment sur le Maine-et-Loire? Alors là, je réfléchis là très rapidement. Alors une cartographie, oui, je pense, oui, qu'on doit pouvoir avoir ça. Alors il existe beaucoup de choses
ça ferait une cartographie très dense parce qu'il existe quand même beaucoup d'organismes gestionnaires avec des offres. Plutôt une cartographie des établissements IME, d'ITEP. Oui, tout ce qui Oui. est d'ITEP, IME, CESAD. Voilà, voilà, secteur plutôt enfance et pré-professionnalisation. Pré-pro, quoi. Oui, d'accord. Concernant en tout cas Cap Emploi, ouais, pour faire vraiment le lien avec Oui, l'insertion tout à fait. professionnelle. Non, mais oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. Très bien, merci. On va s'occuper de ça. Ok. Oui, pour renforcer la coopération, faciliter les parcours. Fabrice Prédour. Ouais, moi j'avais une question. Alors c'est une question de néophyte là, mais pour une question sur l'orientation pour intégrer un ITEP, un CESAD ou une ISAS là, c'est forcément la MDA qui les oriente ou il y a d'autres, comment dire, orienteurs? Non, c'est exclusivement la MDA. Vous avez raison, c'est exclusivement la MDA qui s'appuie sur des évaluations qui sont faites parfois par les établissements médico-sociaux, mais c'est exclusivement la MDA, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir dans nos établissements de personnes qui n'auraient pas de notification. D'accord. Ok, non, ok, merci. D'autres questions sur ce volet jeune, volet professionnel? Françoise Pajot. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Oui, juste par rapport à ce qui a été présenté, moi je ne peux que confirmer effectivement la présence d'un CESAD Pro pour un soutien à l'inclusion dans le milieu ordinaire. Souvent, on est face à des jeunes adultes qui, quand ils sortent d'un système scolaire, peuvent montrer une motivation à s'insérer dans le milieu professionnel, mais qui ont besoin de cadres spécialisés pour pouvoir s'insérer correctement. Et c'est vrai que parfois, parce que le jeune a une motivation et a trouvé un employeur, on se dit, bah, voilà, il peut y aller, ça devrait rouler. Eh bien non. Franchement, la nécessaire sécurisation d'un parcours passe très souvent pour ce type de profil, pas toujours, mais très souvent, par l'accompagnement avec un CESAD Pro. Voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse pour pouvoir le voir un petit peu tous les jours dans les parcours. Oui, d'accord. Pour sécuriser, vous voulez dire le parcours, y compris l'entreprise peut-être, non? Qui accueille. Ah oui, oui, complètement. Sur les deux volets, bien sûr, entreprise, oui. on parle d'insertion professionnelle. Oui, tout à fait. D'autres remarques, questions, partage peut-être d'expérience sur ces aspects-là? Alors, je propose qu'on prolonge la discussion et l'échange sur donc l'autre registre, hop, autour des ESAT, qui est donc un acteur dont on a déjà entendu parler un petit peu, un peu plus haut. Jimmy Tabarek, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, Jimmy Tarek. Donc, je suis ici au titre d'ARDESAT, qui est l'association régionale des directeurs d'ESAT. Donc, contrairement à certains de mes collègues précédents, je ne vais pas faire de présentation spécifique d'une organisation d'ESAT. Peut-être en introduction, avant de parler du plan de transformation des ESAT et de tout ce qui est mis en place, aussi bien au niveau des politiques publiques que des différents établissements, associations, organismes gestionnaires de la région, peut-être dire que ESAT, c'est un acronyme, je rejoins Sandra, un de plus dans le paysage, qui, lui, pour le coup, est issu de la loi de 2005, la loi d'égalité des chances pour tous. Avant, c'était les fameux CAT, Centres d'aide par le travail. Donc là, on a vraiment la notion d'établissement et de service d'aide par le travail. Donc, on est bien des établissements qui accueillent des personnes, elles aussi orientées de manière exclusive par la MDA, qui bénéficie d'une reconnaissance de qualité travailleurs handicapés, mais aussi d'une orientation ESAT. L'orientation ESAT venant signifier, pour être clair, une diminution des capacités à se situer dans l'environnement de travail relativement significative, et donc un basculement vers un établissement médico-social, puisqu'un ESAT est bien un établissement médico-social encore au jour d'aujourd'hui, même si les choses évoluent petit à petit, qui est là pour produire un accompagnement par le travail.
c'est-à-dire des établissements où sont présentes différentes formes de production marchande, de classique, de sous-traitance, d'espaces verts, d'entretien de locaux, de restauration, bref, un certain nombre de productions propres, etc., de maraîchage. Je ne vais pas vous faire un catalogue complet parce que ce serait compliqué, mais en tout cas, des établissements qui sont organisés et financés en partie, grande partie par l'ARS pour produire un accompagnement par le travail parce qu'on a des travailleurs dont les compétences sont suffisamment limitées, que ce soit sur le plan cognitif, technique, physique, etc., pour pouvoir se situer dans le milieu ordinaire de travail. Malgré tout, les travailleurs d'ESAT, ils ont un nombre de compétences qui est très important et les politiques publiques, c'est ce que j'ai fait quelques diapos là qui sont des diapos que je relaye de la part d'Handicap, qui est l'association nationale pour le coup des directeurs d'ESAT, qui milite beaucoup sur le plan national pour tout ce qui concerne le droit des travailleurs d'ESAT. On voit que les politiques publiques, suite à des interpellations de la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu technique, mais le travailleur d'ESAT, il a un statut, non pas de travailleur ou de salarié au sens de code du travail, mais bien un statut d'usager d'institutions médico-sociales, et pour autant, il perçoit une rémunération qui est liée à son travail. Mais c'est vrai que si on regarde la question du côté de la subordination, de la production, etc., on est quand même dans une situation de travail, donc effectivement, non pas cette ambiguïté, mais cette crête un petit peu qui est en France, là où on a vraiment des personnes en difficulté, mais qu'on accompagne par le travail, pose des vraies questions, après, dans le respect des personnes, leur façon d'être rémunérées, etc. Donc, on a un décret important qui est paru en décembre 2022, qui est venu réinterroger une partie du travail des ESAT et notamment renforcer, je vais le dire comme ça, la capacité des ESAT à orienter les personnes qu'on accueille et qui le peuvent vers le milieu ordinaire. Puisqu'effectivement, je le pose comme ça de manière un peu brute, on a en ESAT une partie des publics qui ont une capacité, on va dire, à se situer dans la production marchande et dans le travail du milieu ordinaire relativement proche, et d'autres qui en sont très éloignés, pour le coup. Et en même temps, l'État vient nous rappeler, via ce décret, le renfort de l'autodétermination, comme le disait Madame Barbet, la participation des travailleurs à la vie de l'établissement, la mise en place d'un délégué des travailleurs, la création d'une instance mixte qui pourrait ressembler peu ou prou à un CSE. Voilà, tout ça, c'est des évolutions qui ont été posées par ce décret pour renforcer l'autodétermination, le pouvoir d'agir des travailleurs en ESAT, mais aussi, d'un autre côté, solliciter les organismes gestionnaires de direction d'ESAT pour qu'ils puissent mettre en place encore plus de développement de compétences, encore plus de ponts et de possibles vers le milieu ordinaire de travail. Voilà, ce qui a pu donner, par exemple, aujourd'hui, je ne sais plus à quel moment tout à l'heure, on a parlé, oui, de l'accompagnement des personnes, je pense que c'est au moment du CESAT Pro, et aussi de l'accompagnement des entreprises. Donc, effectivement, on est un certain nombre d'ESAT à développer aujourd'hui avec des postes tels des conseillers d'insertion professionnelle, par exemple, de développer l'accompagnement vers le milieu ordinaire en accompagnement non seulement le travailleur, mais aussi l'entreprise dans l'adaptation du poste, dans l'adaptation de l'accueil. Alors, il y a des adaptations techniques, il y a des adaptations relationnelles, il y a plein d'adaptations à faire et qui peuvent rendre possible pour certains l'intégration dans le milieu ordinaire, mais qui demandent souvent du temps. Et nous, ce qu'on observe, c'est que quand même beaucoup d'entreprises ne sont pas toujours prêtes, en tout cas, quand je dis prêtes, techniquement, je veux dire, à faire ce travail d'adaptation de poste qui est pourtant nécessaire pour intégrer un certain nombre de travailleurs des actes. On peut peut-être changer de slide, Frédéric, là, pour le coup, parce que j'avoue que je ne la connais pas par cœur. Donc voilà, donc je le disais, renforcer les droits et le pouvoir d'agir des personnes, favoriser la dynamique de parcours à l'intérieur de l'ESAT, mais aussi de l'ESAT vers le milieu ordinaire, c'est tout ce que je viens de dire, d'accompagner le développement des établissements ESAT et assurer l'attractivité des métiers des professionnels d'ESAT. Excusez-moi, j'en souris, mais sur l'axe 4, on n'y est pas encore, pour le coup, dans le champ du médico-social, sur l'attractivité. On a encore des difficultés, notamment sur le champ de la rémunération et de l'intérêt au poste. Donc, on peut avancer encore. Donc, lutter contre les effets filières. Je crois que mes collègues dans le domaine de l'enfance vous ont présenté assez largement le développement de plusieurs modalités d'accompagnement très différenciées suivant les problématiques des personnes, etc., puisqu'effectivement, l'effet silo, on va dire, des filières, c'est-à-dire tu rentres en IME, tu fais des stages, tu vas en ESAT, etc. Je crois qu'on est vraiment en train de sortir par le haut de cette question-là. Les possibilités d'aller-retour entre le milieu protégé et le milieu ordinaire
sans avoir besoin d'une nouvelle décision de la CDA. Bon, ça, c'est pareil, c'est toujours pas opérationnel, on va dire, techniquement. Ça, c'est vraiment, nous, en tant que directeur des AT, la fameuse, ce qu'on aurait pu appeler une orientation de parcours renforcé en emploi, c'est-à-dire qui permettrait d'aller en entreprise, de revenir en ESAT, éventuellement d'aller en EA, tout ça sans faire de demande de nouvelles notifications. Sans faire de lèche-bottisme exagéré, en général, on a la MDA 49 qui est très attentive et qu'on peut faire bouger rapidement quand c'est important pour une situation. Mais pour le coup, cette question de parcours renforcé en emploi, on est encore dans l'attente pour le coup, sachant qu'il y a des éléments techniques, comme on voit la convention d'appui, qui ont été mises en place, qui permettent à l'ESAT de conventionner avec une entreprise pour cadrer un petit peu l'accompagnement par le travail d'un travailleur qui souhaite intégrer une entreprise. La possibilité qui n'était pas effective encore de travailler à temps partiel en milieu ordinaire, à temps partiel en ESAT, ça c'est favorisant vraiment pour l'insertion en milieu ordinaire avec, je ne veux pas faire le râleur, mais quand même un gros bémol, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, je reviens rapidement en arrière, aujourd'hui, la rémunération d'un travailleur des AT, dans 95% des cas, c'est sa rémunération des AT plus la hache. La hache, elle est dépendante, elle est versée par la CAF, elle est dépendante du montant de ressources. On a encore, avant par exemple la signature d'un contrat à mi-temps en milieu ordinaire, à mi-temps en ESAT, on est incapable de dire à un travailleur est-ce qu'il va gagner plus de sous, est-ce qu'il va gagner moins de sous, qu'est-ce qu'il va perdre en AH par rapport à ce qu'il gagne en salaire. Et ça, je ne sais pas vous, mais moi, on me dit un jour tu prends un nouveau boulot, mais ça se trouve tu vas gagner moins. Ce n'est pas très encourageant pour aller vers le milieu ordinaire. Donc on a encore techniquement de vrais progrès à faire pour que sur le fond de cette réforme qui est très intéressante, elle soit vraiment opérationnelle. Et notamment, il y a quelques cailloux dans la chaussure là qui nous mettent en difficulté et nous en question en tant que directeur d'établissements médico-sociaux. Parce que moi, c'est pareil, accompagner un de mes travailleurs en disant tu vas aller là-bas, c'est chouette, mais ça se trouve, tu vas perdre 200 € par mois. Et on n'est pas avec des gens qui ont des pouvoirs d'achat qui peuvent leur permettre facilement de perdre 200 € par mois. Il y a des vraies questions de ce point de vue-là. On voit le droit au retour permanent en ESAT, ça a toujours existé, donc il n'y a pas de souci là-dessus. On peut avancer, Frédéric. Bon, voilà, je devance un petit peu les slides, le cumul d'activités. Donc ça, vraiment, si on arrive techniquement à ce que ça fonctionne bien, ce sera très favorisant puisque ce qu'on entend beaucoup dans beaucoup de discours des travailleurs des AT, c'est ce que leur apportent les AT, c'est de la sécurité. De la sécurité au travail, de se sentir écoutés. Ils savent que s'ils ont un problème, ils ne vont pas forcément, je suis désolé, je reprends leur terme, se faire virer du jour au lendemain. Voilà. Parce que la réalité des ESAT aujourd'hui, au-delà, comme les effets, on va dire, filières sont de moins en moins importants, nous, on a vraiment des gens de plus en plus qui ont des parcours professionnels très bigarrés, très différenciés, qui ont travaillé à un moment en milieu ordinaire, qui souvent ont été mis à mal par le milieu ordinaire pour des questions de productivité, qui ont pu faire des burn-out très profonds. Vous voyez, on a aussi ce type de public. Ces gens-là, leur dire tu vas retourner en entreprise, ce n'est pas toujours simple. Hein, donc, je vais le dire comme ça, on aurait vraiment aussi à travailler collectivement sur ce sentiment de sécurité au travail, en tout cas notamment dans le milieu ordinaire, qui favoriserait vraiment l'inclusion. Pour le coup, je ne sais pas, je crois que j'ai fini sur les slides. Voilà, les perspectives, donc je le sous-entendais, pas sous-estimer la fragilité et le besoin d'accompagnement des personnes accueillies en ESAT. Je parle de sécurité, mais pas que. On a aussi besoin que certaines consignes puissent être un peu décodées, mais on a des gens qui ont vraiment des compétences à partir du moment où on se donne le temps et les moyens de les mettre en valeur. L'enjeu n'est pas tant la sortie des AT que le maintien dans l'emploi ordinaire. Nous, c'est ce que je vous expliquais précédemment, oui. On a quand même une partie de notre public qui sont les publics sortants du milieu ordinaire. Oui. Et ça, c'est un vrai enjeu. Comment on peut essayer de les maintenir dans le milieu ordinaire plutôt qu'au bout du bout, ça soit des AT. Et réussir les transitions vers le milieu ordinaire, il faut combiner la solvabilité de l'ingénierie humaine d'accompagnement, ça c'est vraiment important, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'intéressement financier des travailleurs avec toutes les questions que j'ai soulevées où aujourd'hui on n'a pas de réponse technique précise et faire évoluer forcément les représentations collectives sur le handicap. Et on est en train de développer des indicateurs de suivi pour qu'on puisse objectiver puis qu'on puisse essayer d'améliorer nos actions. En plus de ce plan de transformation des ESAT, les ESAT, ils ont aussi été impactés, on va dire ça comme ça, par la loi plein emploi, hein, la mise en place du RPE. On est, alors je sais qu'il y a Armel dans le public, je ne sais pas qui d'autre, mais on est vraiment
dans un début de construction d'un partenariat de plus en plus fort entre les ESAT, le réseau pour l'emploi, Mission locale, Cap Emploi, anciennement Pôle emploi, pour justement se dire comment on favorise les ponts, les passerelles, les interconnaissances, les capacités à travailler ensemble pour que justement cette fluidité de parcours et cette possibilité, en tout cas moi de ma place de directeur des AT, pour les travailleurs des AT d'aller se tester dans le milieu ordinaire, tout ça, ça soit toujours plus facile, entre guillemets, et plus accompagné. Donc on est vraiment aussi, il y a Sophie à Cavon qui va intervenir derrière. On a aussi évalué, il y a très peu de temps, la convention. On signe des conventions avec la plateforme emploi accompagné. Voilà, on est vraiment dans la construction, là, actuellement, d'un développement, et pour nous, c'est très intéressant, d'une vraiment intégration des ESAT dans tout ce qui est cette question, pour le coup, même si on n'y est pas encore, cette question de l'emploi, parce que nous, ils ne sont pas dans une situation d'emploi quand ils sont en ESAT, les travailleurs. Mais en tout cas, sur le 49, je sens une vraie volonté collective d'avancer sur ces dynamiques de partenariat, de réseau et de possibilités de fluidité de parcours. Donc, il y a des choses qui sont en construction. Voilà, j'ai essayé d'être à peu près synthétique sur le sujet. Merci. En tout cas, c'était très très clair. Alors, le flux vidéo n'était pas complètement impeccable, je ne vous en avez pas rendu compte, mais par contre, la proposition, elle était vraiment très claire. Alors, je vous propose qu'on enchaîne avec la présentation de Sophie Akavong et qu'on prenne ensuite les questions. Il y en a qui arrivent, notamment sur le lien avec la formation. On en reparlera tout à l'heure. Sophie, je vous laisse la parole. Donc bonjour, je m'appelle Sophie Akavong et je suis responsable de la plateforme emploi accompagné sur le Maine-et-Loire. Est-ce qu'on peut revenir juste à la diapo précédente, que je fasse une petite introduction? Ouais, merci. Donc la plateforme emploi accompagné existe depuis fin 2019 sur notre département. Elle est issue de la loi travail de 2016 et elle est financée par l'ARS, la GFIP et le FIP. Elle est coportée par l'ADEPI 49, Réactif 49 qui est l'association gestionnaire du Cap Emploi, APF France Handicap qui a rejoint le comité de pilotage en janvier 25 et Vive 3 Pays de la Loire qui en est le mandataire. Donc sur le département, ce sont 8 job coachs qui accompagnent aujourd'hui 131 personnes. Donc on peut changer, ouais, merci. Donc l'emploi accompagné, c'est une combinaison entre un accompagnement médico-social et un accompagnement à visée d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc le job coach ou le conseiller en emploi accompagné, il intervient à la fois sur la recherche d'emploi. Ça peut être par exemple un accompagnement sur la prospection d'entreprise, sur la visite d'entreprise, un accompagnement lors du dépôt de candidature, accompagner à un entretien de recrutement pour aider à se valoriser par exemple, se présenter, accompagner sur des recherches de stage. Et le job coach, il intervient également sur le maintien en poste. Donc le job coach peut alors accompagner par exemple sur une prise de poste, aller travailler avec la personne, imaginer et mettre en place des adaptations de poste, sensibiliser le collectif de travail, non pas à la différence ou à la situation de santé spécifiquement, mais au retentissement de la situation de santé sur le poste de travail. Et puis, tout au long de la période d'emploi, c'est également être présent régulièrement pour sécuriser le maintien et intervenir soit à la demande de la personne accompagnée ou de son employeur si besoin. Par exemple, ça peut être un employeur qui peut nous contacter parce qu'il s'inquiète d'un changement de comportement, de retard inhabituel répété ou de choses sur lesquelles il ne sait pas comment réagir. La personne peut également, La personne peut également nous contacter elle-même parce que, par exemple, il y a un changement d'encadrement qui se profile et qu'elle appréhende, ou bien l'impression d'être incomprise, ou bien sur des situations de tension où elle souhaite débriefer. Et le suivi dure alors autant que de besoin. Et puis je termine sur cette diapo, voilà, un équivalent temps plein de job coach accompagne environ 20 personnes pour vous donner une idée du taux d'encadrement, du taux d'accompagnement. Donc le dispositif s'adresse aux personnes de plus de 16 ans, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc soit aux demandeurs d'emploi qui recherchent un emploi dans le milieu ordinaire de travail, ou bien des salariés ou des agents de la fonction publique pour sécuriser durablement leur emploi, et quelle que soit leur situation de handicap. Cependant, cette forme d'accompagnement spécifique, elle correspond particulièrement aux situations qui nécessitent une intervention humaine et qui répondent à des personnes
qui répondent à des besoins des personnes qui présentent des difficultés d'interaction ou de communication. Aujourd'hui, sur le dispositif, on accompagne majoritairement des personnes qui vivent avec un trouble psychique, un trouble du spectre de l'autisme, des troubles cognitifs, une déficience intellectuelle, et des personnes avec un trouble moteur associé à une autre difficulté, bien souvent un trouble psy. Juste encore un petit peu avant, pardon. Pardon. Je suis toujours sur... Voilà. Et puis, je pense qu'on n'est pas encore à la bonne diapo. Ouais, voilà, merci. Et voilà, je voulais aussi spécifier qu'il est important de noter que l'emploi accompagné doit être mobilisé en subsidiarité du droit commun. D'autres dispositifs ou modalités d'accompagnement doivent avoir été essayés et s'être montrés insuffisants avant de demander l'orientation emploi accompagné. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc, vous l'aurez compris, le dispositif accompagne aussi bien des personnes que des employeurs et le collectif de travail dans sa globalité, une fois que la personne est en poste. Je parlais notamment tout à l'heure de la sensibilisation aux répercussions de la situation de santé sur l'emploi, d'intervention autant que de besoins sur le travail pour sécuriser le maintien. Le job coach est référent unique de la personne, mais il travaille en coordination avec l'ensemble des partenaires gravitant autour de la personne. Tout à l'heure, on a parlé de partenariat avec des CESAT Pro, donc plus globalement du médico-social, du social, du sanitaire, et également l'environnement proche, l'environnement familial. L'accompagnement n'a pas de limite prédéterminée, il dure autant de temps qu'il est nécessaire. Évidemment, je mets un petit bémol, l'accompagnement, enfin le but c'est pas d'accompagner les personnes jusqu'à leur retraite, mais on trouve quoi, c'est de trouver le bon dosage. L'intensité de l'accompagnement varie aussi en fonction des besoins. Comme il n'y a pas de durée prédéterminée, prédéfinie d'accompagnement, il n'y a pas de cadencement de rencontre déterminé. Le job coach, il adapte l'intensité de son accompagnement aux besoins de la personne et de son employeur. Et très souvent, l'accompagnement, il est intensif au démarrage d'un emploi, et puis il va diminuer quand tout est sécurisé, et puis il peut se réveiller en cas de besoin. On peut passer à la diapo suivante. Donc l'intensité de l'accompagnement et le soutien rapproché permettent un accès au marché du travail plus rapidement. Les employeurs qui hésiteraient à recruter une personne en situation de handicap sont rassurés par le soutien apporté par le job coach, qui plus est dans la durée, et ça peut vraiment favoriser un recrutement. Le job coach, comme médiateur, il est présent régulièrement pour éviter que des situations d'incompréhension s'enveniment, pour décrypter des situations complexes. Et puis le job coach peut débriefer immédiatement auprès des personnes lors d'incompréhension ou de maladresse. Et enfin, des études sur l'impact de l'emploi accompagné ont démontré les incidences sur le nombre de jours d'arrêt maladie pour les personnes qui sont suivies, qui est plus faible lorsqu'elles sont accompagnées sur le dispositif. Donc, mode d'emploi, il existe une plateforme emploi accompagné par département, et donc il y a deux modalités pour demander à être accompagné par la plateforme emploi accompagné. La première, c'est simplement faire une demande via un dossier MDA en cochant la case orientation emploi accompagné, soit via un conseiller du réseau pour l'emploi, donc France Travail, Cap Emploi ou Mission Locale, qui peut orienter directement si la durée de la RQTH elle est encore valable au moins 1 an à la date du dépôt de la demande. En tout cas, peu importe d'où vient la demande, les demandes, elles sont toutes étudiées en équipe pluridisciplinaire spécifique emploi accompagné à la MDA, et on se réunit une fois par mois. Et je finis par quelques chiffres. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc il y a une plateforme emploi accompagné par département aujourd'hui. Plus de 10 000 personnes sont suivies en France. Donc sur le 49, 131 personnes actuellement accompagnées en file active. La moitié des personnes sont accompagnées en emploi sur du maintien, et puis 8 job coachs qui travaillent aujourd'hui sur tout le département. Voilà, Et la slide contact, merci. La slide contact qui sera donnée pour l'ensemble des intervenants. Merci beaucoup, Sophie.
Alors c'est vrai, vous l'avez pas dit, mais quand on lit un peu les études internationales sur le sujet, l'emploi accompagné, c'est la meilleure formule pour accéder à l'emploi durable, et notamment sur le handicap psychique. C'est effectivement des outils tout à fait intéressants. Il nous reste quelques minutes pour avoir un temps d'échange. Alors peut-être pour relayer une question d'Olivier Gallet. Je ne sais pas s'il est toujours parmi nous. Sinon, on relaye sa question. Ah, oui, alors, on vous écoute. Je ne savais pas si mon micro était allumé. Oui, parfait. Bonjour. Ouais. Bonjour. Après, merci pour toutes ces interventions, parce que je ne suis pas dans le médico-social, donc j'apprends plein de choses. Maintenant, voilà, alors nous, voilà, on est en organisme de formation. On intervient notamment sur les compétences de base et compétences clés. On intervient dans différents ESAT ou auprès de personnes qui relèvent du handicap. Et puis, on a mis en place des actions, notamment Inclus Pro, à un moment donné sur le territoire. Et la question que j'avais sur cette question de l'insertion professionnelle, je pense qu'il est important qu'on travaille sur ce triptyque aussi, le volet formation, en fait. Comme j'ai vu qu'il n'était pas abordé là, je vois bien que l'insertion professionnelle ou l'emploi est abordé, et puis médico-social, mais peut-être moins la partie formation. Et je pense que c'est un triptyque ou un lien important, en tout cas, soit les formations au sein des ESAT ou des établissements, soit auprès des personnes en dehors, et le travail aussi sur l'orientation. Donc voilà, c'était aussi apporter ce regard aussi sur l'importance de la formation sur les compétences de base, mais aussi sur la formation et certification des compétences et les formations sur les métiers. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des... En tout cas, c'était le... Et votre question, elle portait sur les modalités d'articulation entre les oreilles. L'idée, c'est comment on co-construit ensemble, en fait, en tout cas, le parcours d'aller vers l'emploi. Alors, nous, voilà, on a quelques expériences. Ce soir, je témoigne au sein d'un ESAT sur ce qu'on a pu mettre en place dans les ESAT, notamment autour des fiches de poste, notamment autour de l'accès à la formation sur les compétences clés, notamment sur le lire, écrire, compter, les formations autour du numérique, qui participent en tout cas au parcours du jeune ou du moins jeune adulte, et également des passerelles pour aller vers les centres de formation avant peut-être d'aller vers l'emploi, mais d'aller vers des centres de formation en dehors qui participent aussi à l'autonomie, à un certain nombre de choses. Donc, je pense qu'il y a des choses En fait, l'idée, c'est là, je vois qu'il y a des choses qui existent. Maintenant, c'est comment on peut aussi innover ou co-construire des choses et s'appuyer aussi sur d'autres manières de faire. Alors, moi, je pense aussi au travail que fait le Club FAST sur les entreprises s'engagent ou un certain nombre de choses. Donc, l'idée, c'est de voir comment on cohabite, on co-travaille ensemble les uns les autres. En fait, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a demain pour qu'on se rende, voilà, que ça ne soit pas simplement que le RPE, que les structures du médico-social, mais que plus globalement, l'espèce d'assemblier soit plus large, en tout cas. Oui, votre question, elle s'adressait à quelqu'un en particulier ou Non, c'est plutôt une remarque. Oui. Je sais pas, après, c'est peut-être, est-ce que c'est l'ARS, est-ce que c'est... Non, je n'ai pas forcément ciblé quelqu'un de plus que... Non, mais c'est vrai que moi, je suis complètement d'accord avec cette remarque. Alors, c'est vrai qu'on l'a évoqué, Françoise Pajot, elle est intervenue tout à l'heure, hein, et du coup, ses missions, c'est vraiment d'intervenir au travers du parcours de formation. Donc, on voit bien que les passerelles vers le milieu ordinaire, elles passent aussi, pour une partie en tout cas, par la formation. Et on voit plusieurs organismes de formation, comme le vôtre ou d'autres, hein, je pense aussi à une expérimentation qui se fait sur le 44, où du coup, les organismes de formation participent complètement à cette passerelle et cette sécurisation de parcours en travaillant sur des référentiels de compétences un peu différents et un accompagnement différent qui permet de faire la passerelle. Donc oui, je pense que on l'a en tête, mais c'est une remarque pertinente, en effet. Et si je peux me permettre excusez-moi, si je peux juste me permettre de rebondir au niveau de l'ARS, le souci de la formation, c'est un souci que ont nos établissements médico-sociaux. Et c'est un sujet, alors je pense à je ne sais pas si Sandra Gérard est partie, mais c'est un sujet, on en a discuté il n'y a pas très très longtemps avec l'ADAPI, et d'ailleurs parce qu'il y a vraiment une volonté aujourd'hui de faire
de mettre l'outil de formation, enfin de mettre les élèves qui sont en IME, en ITEP ou dans les établissements médico-sociaux, de les accueillir dans des établissements du milieu scolaire qui proposent justement de la formation dans des lycées, dans les collèges, etc. Enfin, vraiment de faire de l'inclusif dès la scolarisation et en pré-professionnel. Après, évidemment, il y a toute la formation, c'est très très large, hein, donc nous, on n'a pas vocation à l'ARS de s'occuper de tout, enfin d'avoir tout ce champ-là non plus, mais en tout cas, il y a vraiment une volonté de faire de l'inclusif en matière de scolarité et de formation le plus possible. Et là, aujourd'hui, ça s'accélère. On voit bien qu'il y a des volontés nationales. Tout le monde s'y met, l'éducation nationale, la région, le conseil départemental, l'ARS, enfin voilà. Il y a vraiment une volonté de travailler et l'inclusion au milieu ordinaire et la formation en même temps et la scolarisation, en tout cas de faciliter finalement l'arrivée à l'âge adulte le plus aisément possible, en tout cas, et une adaptabilité pour ces personnes-là. Oui. Surtout que nous, sur les organismes de formation, depuis plusieurs années, en tout cas, chaque organisme de formation a son référent TH. Et voilà, en tout cas, il y a la possibilité d'organiser, d'accueillir les publics, l'obligation d'ailleurs, d'accueillir les publics qui relèvent du handicap. Donc, les OF et les organismes de formation se sont organisés, en tout cas, dans ce sens-là. Oui. Alors, 2 réactions là-dessus. La première de Françoise Pajot. Oui, merci. Effectivement, il y a bien des référents handicap dans les organismes de formation. Et encore faut-il, quand la personne intègre une formation, que ce projet soit travaillé. Et en ce sens-là, moi, j'ai encore alerté la semaine dernière, Isabelle, je fais écho au mail que je vous ai adressé. C'est une alerte parce qu'effectivement, il nous manque, on est tous de très bonne volonté à travailler ensemble. Ça, on en est tous bien conscients. Néanmoins, il nous manque un sas. On sait que ces personnes-là sont vulnérables, on sait que ces personnes-là ont besoin de temps pour travailler des projets professionnels, pour intégrer un organisme de formation. Il faut effectivement, et on leur demande très vite d'avoir un projet professionnel. Donc, il faut impérativement, enfin aujourd'hui en tout cas, c'est un constat, il nous faut un sas effectivement pour que nous puissions travailler ensemble pour vérifier la fiabilité d'un projet professionnel. Et ça, si demain on veut éviter l'exclusion, si on veut éviter l'isolement de ces personnes-là, eh bien, il nous manque quelque chose là. Sincèrement, ça devient très, très urgent. Voilà, c'est un constat. Merci. Une réaction ou un complément de Romain Toc ou Toquet? On vous laisse la parole, monsieur. Oui, Toquet, oui, merci. Oui, alors un autre constat pour compléter Madame Pajot. Là, actuellement, sur les sorties de 3e pour certains jeunes en situation de handicap, l'orientation est très difficile. On rencontre des difficultés avec les établissements qui ne comprennent pas, en tout cas, les situations de handicap et qui sont encore frileux. Alors, je sais que c'est au travail au niveau de l'enseignement agricole, mais on sent encore qu'il y a certaines rigidités. Et puis, il y a aussi un manque de moyens là, actuellement au niveau de l'éducation nationale. À ce niveau-là, des ULIS Pro, par exemple, qui peuvent, au niveau des lycées, les ULIS de détermination, il n'y en a que 2 sur Angers. Là, actuellement, ils sont tous pleins et il n'y a pas de possibilité d'accueil pour les jeunes. Donc voilà, c'était un autre constat, c'est que là, actuellement, en termes de moyens d'orientation, on est vraiment très, très limité. Oui. Peut-être, moi, je veux bien compléter sur des travaux en cours qu'on a du coup au niveau AGFIP, alors dans le cadre de la ressource handicap formation avec la région, mais aussi avec la DRETS, avec la RS, avec le réseau pour l'emploi. On voudrait travailler donc sur la formation inclusive et dans les publics repérés, on a notamment les jeunes qui sortent du système scolaire, qui ont des besoins qui n'ont pas toujours été, ont toujours pu être anticipés, des orientations
formations qui vont pas toujours, enfin, qui sont pas toujours adéquates. Et puis, on a aussi les publics qui sortent du médico-social. Donc, c'est vraiment des choses dont on est conscient. Et notamment là, par rapport au dispositif Inclus Pro qui était porté par la GFIP, il y a les conclusions de l'évaluation là qui sont imminentes. Et il y a aussi de ça qui ressort la question du SAS qu'évoquait Françoise Pajot, voilà, d'avoir peut-être besoin d'intermédiaires qui seraient à construire avec les acteurs du droit commun de la formation. Et puis les OF, bien sûr. Tout à fait. Une réaction de Monsieur Lenoën? Oui, je vais appuyer effectivement le discours de Madame Valéo. Et nous sommes. Alors, je me présente, hein, je suis Dominique Lenoën, le directeur de l'INFREP, qui porte le dispositif. Hein. Donc, je connais Madame Pajot, on s'est rencontrés avec en vol. Hein. Et donc, oui, on travaille actuellement avec le groupement Inclus Pro sur le Maine-et-Loire. On va se rencontrer, on va travailler un peu sur ce dispositif souhaité un peu par tout le monde de SAS. Donc voilà, c'était juste pour appuyer Madame Pajot et on a pu échanger avec Madame Valéo la semaine dernière sur cet élément et nous travaillons activement à une proposition dans un futur proche. Merci pour ce complément. Est-ce qu'il reste d'autres questions, remarques, peut-être rapidement pour boucler? Oui, Camille Adrien voulait intervenir. On vous écoute, le Excusez-moi, micro coupé. j'ai un Madame problème de Adrien. micro. Ça y est, c'est bon. Oui, c'était juste pour savoir si jamais ce dispositif de SAS, il pourrait inclure les jeunes qui n'ont pas 18 ans. Alors, En fait, je moi, pour ma part, je peux pas vous dire si le dispositif SAS, là, proposé par le groupement, intégrera, mais j'imagine que oui. En tout cas, sur les réflexions qu'on a sur la formation inclusive, on part, nous, en fait, dès 15 ans, puisqu'on a des situations qui nous arrivent aujourd'hui, où les jeunes ont 15 ans, comme il n'y a plus de redoublement, voire même des fois limite, même encore plus jeunes. Donc oui, en effet, hein, il y a des choses qui intégreront ce public-là. D'accord. Parce qu'actuellement, enfin, moi, je suis en CMP, en centre pour adolescents, et la grande difficulté, c'est tous ces jeunes qui sont complètement déscolarisés, qui n'ont pas d'orientation, et on essaie de travailler aux orientations, mais des essais avant, même des stages, en fait, c'est impossible. Avant 18 ans, on n'arrive pas à faire des essais en ESAT, en entreprise adaptée, parce que du coup, les conventions sont pas possibles, quoi. Donc, c'est vraiment un problème. Je pense que derrière, parfois, ils arrivent en CAP, en milieu ordinaire, mais c'est peut-être pas la voie qu'il faudrait, quoi. Mais on peut pas faire des essais avant, en fait, on est un peu bloqué. Voilà. Merci pour ce retour. Autres questions, remarques? Si je Ségolène peux Pignot. Oui, Moi, allez-y. je voulais juste soutenir cette idée de la formation et puis la question des après troisième, hein, collège, puisqu'effectivement l'inclusion collège fonctionne et puis qu'après c'est plus compliqué. C'est plus compliqué aussi parce qu'on a des jeunes qui ne rentrent pas dans un cadre scolaire avec des pairs du même âge, etc. Et que nous, il nous arrive effectivement de basculer plus vers des organismes de formation parce qu'en fait, finalement, on a des jeunes qui s'y retrouvent plus sur des formations, notamment adultes. Et que voilà, le fait de changer d'environnement permet aussi aux jeunes, alors je parle des jeunes avec des troubles du comportement, hein, en l'occurrence, de se retrouver dans un contexte plus favorisant pour lui. Donc moi, je suis pleinement preneuse et intéressée s'il y a des participations possibles en termes de partenariat avec des organismes de formation. Voilà, mes fiches sont contact, enfin mon contact est dans le support. diaporama. Voilà. J'ai cru voir une main qui se levait. Non. Bien. Alors peut-être pour
nous orienter vers la conclusion. Peut-être Isabelle, Oui, bah, le mot de la rapidement, fin. merci à tous les intervenants pour vos apports et puis les témoignages aussi sur ce que vous faites dans vos structures. On vous propose tous de nous retrouver si vous le souhaitez, donc pour la suite en fait, pour la deuxième phase, donc c'est la rencontre un peu en mode forum. Donc on vous redonnera des éléments, mais du coup c'est le 4 décembre matin. Voilà, on vous redonnera tous les éléments. Et puis, du coup, j'avais oublié de présenter Frédéric Bertrand et tu t'étais pas présenté. Donc, merci pour l'animation. Donc, Frédéric du cabinet Amios, qui, du coup, nous appuie sur l'animation du PRIT. Voilà. Oui, oui, merci Isabelle. Et ben, peut-être pour finir sur les aspects techniques, on va vous envoyer dans la foulée, enfin vous aurez accès bien sûr au support qu'on vous communiquera, et également une petite enquête de satisfaction qui nous aide à affiner un petit peu l'organisation, l'animation des webinaires que vous préviendra également rapidement. Et puis, on vous remettra aussi dans la boucle la cartographie qu'on a évoquée, là, qui était demandée. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Merci, bon Merci. après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Merci, À au revoir. très vite. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Il y a encore Lia qui s'est invitée à notre webinaire. Ah oui, c'est ça. Faut que je regarde ce que ça donne. Oui, ça doit prendre en note. Je regarde ce que ça donne. Effectivement, c'est lié. Voilà. C'est ça. Oui, on est tout seul, là, ça y est. Bon, merci beaucoup. Excuse-moi, en effet, comme tu avais commencé à parler, j'ai oublié de te présenter, donc je me suis dit, je vais me rattraper à la fin. J'y ai pensé en cours, j'ai dit, oh, c'est pas très Voilà, grave. donc excuse-moi du coup. Non, mais pas de souci. Non, oui. Je préférais le dire franchement et rattraper le coup. Bon, alors, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, écoute, moi j'ai trouvé que c'était plutôt très vivant. Attends, je Oui, coupe le. peut-être couper l'enregistrement. De toute J'ai façon, on peut